She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on the same. Like a river dance on. Oh man, let's give and go. Hello! Salut à toutes et à tous. Très bien la petite musique de David Bowie. Donc je me présente, je m'appelle Albéric Trancard. Je suis tech lead chez Théodo. Donc chez Théodo, on développe des applications super vite sur mesure pour plein de types de clients. Et donc avant ça, j'étais ingénieur, enfin j'ai une formation d'ingénieur en génie civil, mais bon, je me suis rendu compte au code. Et voilà, maintenant je fais du code et notamment ce que j'aime bien aussi, c'est l'espace. Donc comme pas mal de gamins en fait, quand j'étais petit, j'étais passionné d'espace et d'exploration spatiale. Donc comme cette photo super inspirante de Buzz Aldrin qui marche sur la surface de la Lune. Et en fait, petit à petit, quand j'ai grandi, j'ai perdu un peu la flamme de justement cette passion. Et pourquoi? Parce qu'en fait, cette photo, elle a 50 ans et on n'est pas retourné sur la Lune depuis. Et je me suis dit, on va plus aller dans l'espace. Et si on demande à quelqu'un de l'époque d'Apollo, à l'époque, est-ce qu'il pensait qu'on allait continuer d'aller sur la Lune? Il aurait sûrement dit oui, bien sûr. Et pareil, on parle de Mars, mais ça fait 50 ans qu'on en parle. Et pour l'instant, on n'en voit pas la couleur. Du coup, si on essaie de regarder pourquoi, en fait, il y a deux raisons principales à ça. La première, c'est le coût. Là, j'ai mis le coût de quelques projets spatiaux ajustés pour l'inflation. Mais voilà, 150 milliards pour le programme Apollo en 15 ans, 200 pour la navette spatiale, 150 pour la station spatiale internationale. Et en plus, elle est périmée en 2025, on va devoir la déorbiter. Donc ça, c'est une des premières explications de pourquoi on ne va plus dans l'espace, plus trop. La deuxième, c'est que c'est quand même très risqué. Si je prends l'exemple de la navette spatiale, donc il y en a 5 qui ont été construites, et en fait, il y en a 2 qui ont été perdues suite à des accidents catastrophiques, et donc qui ont coûté la vie à 14 astronautes. Donc ça, c'est une autre raison très importante de pourquoi on y va plus tôt. Et si on regarde des exemples un peu plus actuels, la dernière formation, on parlait de Boeing, des déboires de Boeing dans l'aéronaval. En fait, ils ont aussi des déboires dans l'aérospatial. Notamment, il y a 2 projets. Le premier, c'est le SLS, le Space Launch System, qui est une espèce de méga fusée qui réutilise les mêmes composants que la navette spatiale, donc les mêmes réacteurs, les mêmes boosters, les mêmes réservoirs. Et pour l'instant, ils ont 5 ans de retard avec 18 milliards de dépassement de budget. Et si on prend le deuxième projet qui est la capsule Starliner, c'est une capsule qu'ils sont en train de réaliser pour remplacer la navette spatiale afin d'amener les astronautes américains dans la station spatiale. Depuis l'incident du 737 MAX, la NASA a regardé ce qu'avait fait Boeing de beaucoup plus près et ils ont trouvé 3 bugs catastrophiques qui auraient pu causer la mort d'astronautes. Et notamment lors du dernier test qu'ils ont réalisé il y a 2 mois maintenant, un tiers des moteurs ont mal fonctionné lors de ce test. En plus ils n'ont pas réussi à atteindre la station spatiale. Donc c'est vraiment très difficile. Et donc c'est pour ça que j'avais perdu un peu l'espoir qu'on continue d'aller dans l'espace et d'aller même encore plus loin. Mais ça, c'était avant que SpaceX arrive. Donc c'est une entreprise qui a été créée en 2002. Donc pour vous dire, à l'époque, il y avait une blague qui courait un peu dans le milieu, c'était comment devenir millionnaire. En fait, c'est très simple, il suffit d'être milliardaire et de démarrer une start-up dans le domaine du spatial. Parce qu'en fait, il y avait déjà une trentaine de start-up dans ce domaine-là qui avaient échoué lamentablement.
Et donc, comment est-ce qu'eux, ils ont pu réussi à faire? C'est ça qui est assez intéressant à regarder parce que faut savoir que donc ceux qui ont lancé SpaceX, c'est plus la mafia PayPal, donc ils venaient de la Silicon Valley, donc ils savaient bien gérer des projets pour les logiciels, mais l'espace, c'est vraiment, ils savaient rien faire là-dedans. Du coup, c'est intéressant de regarder quelles sont les méthodes qu'ils ont apportées justement de développement logiciel pour révolutionner l'industrie spatiale. Donc, c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Alors, la première chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils se sont dit, OK, c'est quoi notre MVP? Le MVP, ça va être la plus petite fusée capable d'emmener une charge en orbite et pour qu'un client soit prêt à accepter de payer pour ça. Et donc, ils ont regardé le marché, ils se sont dit, OK, 500-600 kilos, c'est l'ordre de grandeur pour des petits satellites. On peut déjà avoir des clients avec ça. Et donc, ils ont conçu la Falcon 1, dont le premier succès, le premier vol réussi a eu lieu en 2008, après 3 échecs. Ils ont enfin réussi à mettre quelque chose en orbite. Et ça, c'était déjà quelque chose, plutôt que de déjà commencer par une grosse fusée, ils se sont dit, OK, on va prendre quelque chose de très petit. Et ensuite, ils ont itéré. Et ils ont lancé 2 ans plus tard la Falcon 9. Donc ça, c'est la première version qui aujourd'hui ne ressemble plus beaucoup à ça, qui était capable de mettre 10,4 tonnes en orbite. Et ils ont continué à itérer, à tel point que 2 fusées ne se ressemblaient jamais, il y avait toujours des différences, ce qui n'était pas usuel dans le milieu, parce qu'en général, on va essayer d'avoir un design plutôt figé. Donc parfois, ils donnaient des sueurs froides à la NASA qui était un de leurs clients, mais ils ont continué à itérer, et là, par exemple, en 2015, ils ont leur version 1.2 qui était capable de mettre 22,8 tonnes en orbite. Donc, en itérant, ils ont aussi créé la Falcon Heavy, donc en utilisant les mêmes pièces, les mêmes boosters, pour être capable d'envoyer 64 tonnes en orbite basse. Et donc ça, c'était en 2018. Et comme ça, ils ont réussi à augmenter leur capacité et leur nombre de clients. Une autre chose qu'ils ont bien faite, c'est d'arriver à décloisonner les spécialités. Si je prends par exemple la fusée Ariane 6, qui est en train d'être développée par l'Europe, pour envoyer ce qui est les satellites européens et même des satellites commerciaux, eh bien, si on regarde, tous les composants sont fournis par plein de pays différents. Et ça, en fait, c'est même écrit dans la loi, c'est-à-dire que chaque pays doit recevoir un investissement égal à sa contribution. Et les concurrents américains de SpaceX ont exactement le même problème. C'est que, par exemple, pour le SLS de Boeing, eh bien, il y a écrit dans la loi que chacun des 50 États américains doit fournir des pièces. Donc, à partir de là, je vous laisse imaginer la supply chain, à quel point il peut y avoir de l'inefficacité dedans. Et donc là, ce qu'ils ont fait du côté de SpaceX, c'est qu'ils ont tout mis dans une seule usine à Los Angeles, avec les équipes de contrôle. Là, on peut voir la fabrication des réservoirs, la fabrication des réacteurs. Il y a tout au même endroit. Ce qui fait que, par exemple, si un technicien qui fabrique une pièce se rend compte qu'il y a une optimisation qui est possible pour la produire de façon moins chère, l'ingénieur qui l'a conçu, il est littéralement à 100 mètres. Et donc, il peut aller le voir et discuter plus facilement que s'ils étaient séparés de milliers de kilomètres. Donc ça, c'était quelque chose qui est très important dans la réussite de SpaceX, qui continue d'être important aujourd'hui. Une autre chose qu'ils ont bien faite, c'est de choisir la bonne métrique de succès. C'est-à-dire que si je prends l'Ariane 5, qui est la fusée actuelle européenne, la métrique qui était choisie, c'était on veut la performance maximum. Du coup, c'est une fusée qui fonctionne à l'hydrogène, qui est le carburant le plus performant, mais c'est aussi un carburant dur à manipuler. SpaceX, ce qu'ils ont dit, c'est on va optimiser le coût. En fait, on veut que le prix d'envoi d'1 kilo dans l'espace soit le plus faible possible, quitte à faire une fusée moins performante en absolu. Et donc là, si je prends le réacteur de la fusée Ariane 5, donc qui est le Vulcain 2.0, aujourd'hui, il prend à peu près 5 semaines à fabriquer pour environ 10 millions d'euros.
Eh bien, ce que SpaceX a fait, c'est qu'ils ont dit: «OK, on va prendre un réacteur plus simple au kérosène et en plus, au lieu d'en mettre un, on va en mettre 9, ce qui va nous permettre de faire des économies d'échelle». Déjà, en plus, ça nous permet d'être redondant parce que si on perd un Vulcain, on passe de 1 à 0, du coup, c'est catastrophique. Là, si on passe de 9 Merlin à 8 réacteurs Merlin, on peut encore accomplir la mission. Et donc, aujourd'hui, les produits en série, alors je vais juste essayer de recharger, non, pas d'image. Ils continuent de les produire en série et ils arrivent à en produire un par jour pour 300 000 $ à peu près, ce qui défie vraiment la concurrence. Puisque du coup, toutes les itérations qu'ils font pour améliorer le prix d'un réacteur, ils peuvent l'appliquer à tous. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont arrivé à bien faire marcher. Et derrière, ils ont eu une innovation majeure qui est réutiliser les fusées. Alors, comment ça se passe à un lancer de fusée d'habitude? Donc, on a le premier étage en fait, qui sert à éjecter le second étage en dehors de l'atmosphère. Et derrière, le premier étage, lui, il retombe dans l'océan. Et il va traîner au fin fond de l'océan et ne le réutilise pas. Or, il se trouve que, en fait, le premier étage de la fusée, c'est 75% des coûts, c'est la fabrication du premier étage. Dans un lancer de fusée, le coût du carburant, c'est à peu près 0,5%. Du coup, si on arrive à le refaire atterrir et à le relancer, en fait, on gagne beaucoup d'argent. Et donc là, c'est une façon de penser qu'ils ont, c'est revenir au first principle, c'est-à-dire, OK, est-ce que c'est possible ou non? Et en fait, les lois de la physique nous disent que c'est possible, contrairement à tous les autres gouvernements qui ont essayé de s'y mettre, mais qui n'ont jamais réussi. Les autres gouvernements disaient: «Ouais, c'est impossible». Non, si les lois de la physique nous l'autorisent, c'est possible. Donc on va essayer. Le reste, ce n'est qu'un problème d'ingénierie extrêmement difficile, mais on va y arriver. Et là, ils ont itéré. Donc, je vais vous passer une petite vidéo de tous les essais qu'ils ont pu avoir. Voilà, donc pour remettre en contexte, un premier étage, là, ça fait à peu près 40 mètres de haut. Et donc, il faut essayer de le faire poser, et ils ont plein d'échecs. Donc, ce qui est important dans ce processus, c'est de se dire, est-ce qu'on apprend à chaque fois tant que vous apprenez de vos erreurs, en fait, vous pouvez continuer à échouer. Et donc, en tout, ils ont commencé le développement de l'atterrissage en 2012 et ils ont réussi à poser la première en 2015, décembre 2015, et ils ont relancé la première qu'ils ont réussi à faire atterrir en 2017. Donc ça a pris pas mal de temps, mais ils y sont arrivés. Après, voilà, une vingtaine d'échecs. Là, par exemple, là, j'aurais pas voulu être sur le bateau à ce moment-là. Ok, et maintenant, voilà, ils ont réussi en 2015, décembre 2015. Ce qui fait que aujourd'hui, les atterrissages réussis, c'est la norme plutôt que l'exception. Donc c'est vraiment assez impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire. Et là, si je vous passe la photo d'après, c'est les boosters de la Falcon Heavy qui arrivaient à atterrir en simultané. Voilà, ça fait très science-fiction. Donc là, aujourd'hui, grâce à ça, ils sont leaders sur le marché. Maintenant, quelle est la suite? Quelle est leur ambition? Et en fait, ils n'ont jamais caché leur volonté de vouloir aller sur Mars, et même plus loin, de vouloir lancer la colonisation. Le principe, c'est ne faut pas que ça soit Apollo où on reprenne 2 personnes qui arrivent à chaque fois. Non, il faut que ça soit des milliers de personnes qui débarquent
pour commencer la colonisation. Donc, si on se fixe ces critères de succès, alors là, il va y avoir un peu de maths dans cette slide, mais ça va, c'est juste des multiplications. On estime que pour faire une colonie autonome, il faudra à peu près 100 000 personnes, et que pour recréer la société, l'industrie, toute la base d'une société autonome, et que pour chaque personne, on estime qu'il faudra à peu près 100 tonnes de cargo. Or, si on prend l'objet le plus lourd qui a été posé sur Mars aujourd'hui, c'est le rover Curiosity, donc un rover capable de faire des selfies. Et lui, il a coûté 200 millions de dollars pour l'envoyer. Donc, si on fait une simple multiplication, on se retrouve avec le coût de la colonisation, c'est 2000 trilliards de dollars, soit 50% du PIB mondial sur 50 ans. Alors, je ne sais pas vous, mais j'aurais tendance à me dire, j'ai pas envie de me lancer là-dedans. Et si on regarde un autre truc, c'est que, en fait, même en étant capable d'envoyer 100 tonnes par trajet, il faudrait 100 000 trajets. Et en plus, on peut aller sur Mars qu'une fois tous les 2 ans. Du coup, ça voudrait dire 4000 vaisseaux qui partent tous les 2 ans. Là, ça ressemble vraiment à la science-fiction. Donc, on peut se dire facilement, c'est impossible. Ok, donc si on veut essayer de faire ça, quels sont les critères qu'on veut vérifier? On va avoir une grosse fusée, donc comme on a vu, qui envoie 100 tonnes par trajet. On veut qu'elle puisse transporter des humains, forcément. On veut pouvoir revenir, parce qu'on n'a pas envie de rester coincé sur place. On veut qu'elle soit pas chère, parce que sinon on a vu que 50% du PIB mondial, ça ne va pas tenir dans le budget. On veut qu'elle puisse se produire en série, pour en envoyer 4000 tous les 2 ans. On veut l'avoir le plus tôt possible. Pourquoi? Parce que si la colonisation prend 50 ans, la possibilité qu'un événement catastrophique se passe sur Terre et interrompe ce processus pour le remettre à zéro, elle est assez élevée. Et on ne veut pas faire faillite, bien sûr. C'est un élément important. Alors, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être expert en gestion de projet pour voir que les chances de réussite sont extrêmement faibles. Mais on va voir comment est-ce qu'eux, ils comptent s'y prendre. Donc pas cher, déjà, on a vu que ça coûtait 200 millions pour une tonne pour le rover Curiosity, donc 200 000 $ par kilo. Eux, leur prix target, c'est d'arriver à 50 $ du kilo. Une réduction d'un facteur 4000. Donc si je vous remets en contexte, c'est comme si demain, Renault vendait des voitures 5 € et continuait de faire une marge de 30% dessus. Donc c'est vraiment un facteur ridicule. Mais on peut se dire, ok, pourquoi 50 $ par kilo et pas autre chose? Parce qu'en fait, si 50 $ par kilo, c'est le prix, ça voudrait dire que pour envoyer une personne, ça coûterait 500 000 $. Et 500 000 $, c'est le prix médian d'une maison aux États-Unis. Et que du coup, des gens pourraient tout claquer pour aller sur Mars et commencer une nouvelle vie là-bas. Ou encore un prix relativement facilement atteignable par des entrepreneurs ou des universités ou tout autre organisme. Aussi, à ce prix-là, ça permettrait de ramasser le coût de la colonisation à 10 milliards par an, ce qui est 50% du budget de la NASA, donc beaucoup plus faisable. Donc, comment est-ce qu'ils comptent avoir cette réduction de coût? La première, c'est la réutilisation de la fusée. Donc, comme j'ai dit, le carburant, c'est 0,5% du coût de la fusée. Après, il y a le coût de la fabrication, mais si vous pouvez l'amortir sur une centaine de lancers, vous pouvez réduire par 100 le coût d'envoi. Le deuxième facteur, c'est de produire le fuel de retour sur place. Donc, quand vous envoyez votre fusée sur Mars, vous avez envie de repartir. Si vous devez emmener votre carburant de retour avec vous au départ, eh bien, ça va prendre beaucoup plus de poids. Donc, si vous arrivez à produire le fuel sur place, eh bien, vous avez 5 fois moins de masse à envoyer au départ de la Terre. Le troisième facteur, c'est de refueler le vaisseau en orbite. C'est-à-dire qu'on envoie un vaisseau en orbite, il a ses réservoirs vides, qui vient d'arriver en orbite, et ensuite, on va les re-remplir pour qu'ils partent de l'orbite terrestre avec des réservoirs pleins. Donc ça, je ne vais pas m'appesantir sur les équations physiques qui régissent ça, mais ça permet grosso modo d'avoir un facteur 5 là encore d'économie. Et la dernière chose, c'est le facteur des économies d'échelle.
en se disant, OK, on va produire un vaisseau en tellement grand nombre qu'on va réussir à diviser son coût par deux. Donc ça, on arrive à un facteur 5000 qui vérifie le problème précédent. Donc même si on se trompe d'un facteur 10, ça reste quand même un résultat extraordinaire qui permettra d'ouvrir plein de possibilités. Mais là, voilà, c'est le plan actuel. Et donc, parlons d'abord de la réutilisabilité, qui est la plus grosse inconnue et le plus gros facteur. Donc aujourd'hui, il y a la Falcon 9. Il réutilise le premier étage, mais il y a toujours le deuxième étage qui part au fin fond de l'océan. Et du coup, comme il coûte quand même 25% de la fusée, le facteur de réduction du coût est pas si important que ça. Donc, ils se sont dit, pour pouvoir réutiliser le deuxième étage, en fait, on va faire une fusée tellement grosse qu'elle aura assez de marge pour faire revenir le deuxième étage. Et c'est ainsi qu'ils ont designé le Starship sous le nom de code Big Fucking Rockets. Donc, si je vous montre à quoi ça ressemble en échelle, eh bien là, à gauche, c'est la Saturn V qui a envoyé les humains sur la Lune. Et donc là, au milieu, le Starship. Donc il y a peut-être une première anecdote que je vais vous raconter qui est assez marrante. C'est là que vous voyez qu'entre cette image-là et cette image-là, il y a quand même un gros changement de couleur. Et en fait, c'est parce qu'ils ont changé de matériau. Au début, ils comptaient la faire en fibre de carbone. Et donc, ils ont investi des dizaines de millions dans la recherche pour arriver à faire des fibres de carbone, des réservoirs en fibre de carbone de cette taille, qui arrivaient à résister à des températures cryogéniques. Et au bout d'1 an et demi, ils se sont rendus compte c'est pas la bonne piste, ça va pas marcher. Et ils ont fait quelque chose qui, à mon avis, qui est très difficile. C'est-à-dire, ils ont tout jeté en décembre 2018, pour dire OK, on va reprendre le projet, mais en acier inoxydable. Donc ça, c'est imaginez si vous faites du dev sur un projet, au bout de 6 mois, vous vous rendez compte que la techno principale, elle va pas le faire le coup, et vous décidez de tout recommencer depuis zéro. Donc c'est assez difficile comme décision, mais c'est ce qu'ils ont fait. Et du coup, c'était assez impressionnant comme choix. Et donc pour la suite, quel est le plan pour arriver à développer cette fusée sans faire faillite? Donc, quand on fait de l'itération et tout, faut pas perdre de vue qu'il faut avoir un plan pour savoir où on va, parce que sinon on n'a pas de visibilité et c'est pas bon. Donc eux, ils se sont dit: «OK, on va dérisquer, les éléments les plus, ceux qui contiennent le plus de risques au départ». Et qu'est-ce qui est le plus risqué? C'est le réacteur. Donc ils ont commencé le développement du réacteur en 2012, et donc le réacteur qui s'appelle Raptor et qui fonctionne au méthane. Comme on disait, pour pouvoir produire le fuel de retour sur Mars, eh bien, le méthane est un carburant facilement fabricable sur Mars avec des équations chimiques simples. Et donc, ils ont réussi le premier test full scale en 2017. Et derrière, ils ont fait un MVP pour pouvoir le tester en conditions de vol réelles. Donc ça, c'est un prototype qu'ils ont monté qui fait 9 mètres de large, de diamètre et 30 mètres de haut. Et du coup, ils l'ont assemblé et en 9 mois, ils sont passés du stade de on a changé de matériau à on arrive à faire voler quelque chose. Donc ça, c'était le test en septembre 2019. Donc comme ça, ils ont pu tester leur réacteur. Et aujourd'hui, le réacteur, ils le produisent en série. Donc ça, c'est pour un Starship entier, il faut 43 réacteurs Raptor. Au début 2020, ils en fabriquent un par semaine pour à peu près $1 million. Fin 2020, ils comptent en produire un par jour pour 700 pour 2 tiers de ce prix-là. Donc là, ils ont itéré, pareil. Il y a eu à peu près 7 Raptors qui ont explosé, mais maintenant, ils en sont aux 25 et ils arrivent à tenir le coup. Et ensuite, la seconde partie la plus risquée, c'est d'arriver à faire ce gros vaisseau spatial, parce que le booster qui est en dessous, eh bien, c'est une version scalée du booster de la Falcon 9, donc ils savent déjà le faire. Et donc, comment est-ce qu'on va tester ça? Pareil, on va fabriquer des prototypes. Donc, ils sont fabriqués au Texas. Et derrière, on va les tester. Donc là, on les teste, on itère,
Le premier a failé, le deuxième aussi, le troisième aussi, dans des conditions assez spectaculaires à chaque fois. Mais à chaque fois, c'est des erreurs différentes, donc ils apprennent à chaque itération. Et donc, pour pouvoir faire ça, ils ont aussi commencé à construire une usine autour du prototype. C'est-à-dire que le design n'est même pas figé, qu'ils sont déjà en train de les produire en série. Pourquoi? Pour diminuer la durée d'itération. Plus vous itérez vite et plus vous apprenez vite. Tant que vous apprenez à chaque fois, bien sûr. Et donc là, par exemple, le dernier prototype, le numéro 3, il a fait les vendredis. Et le 4, en fait, il y a déjà la moitié des pièces qui sont là. Et donc, ils arrivent à produire aujourd'hui un prototype toutes les 3 semaines. Le but, c'est qu'à la fin de 2020, ils arrivent à en produire un par semaine. Donc ça, c'est si on reprend le plan plus global, on a vu qu'ils ont réussi donc, à concevoir un moteur méthane performant et peu cher. Là, ils sont en train de tester les matériaux sur un réservoir de cette taille. L'étape d'après, ça va être de tester une protection thermique pour arriver à revenir en un seul morceau. Donc ça, c'est assez important. Et en fait, une fois qu'ils auront tout ça, ils pourront déjà faire le MVP de Starship, c'est-à-dire vendre à des clients. Et il y a déjà des clients qui sont en discussion pour pouvoir lancer des satellites sur le Starship. Et donc en 2021, ils comptent remplacer leur Falcon 9 au fur et à mesure par le Starship. Et derrière, tout le reste, c'est des itérations qu'ils vont faire pour Mars. Donc entre autres, tester le refueling en orbite, envoyer des premiers vaisseaux sur Mars pour arriver à prouver qu'on est capable de poser quelque chose d'aussi gros sur place. Équiper le Starship du système de survie pour envoyer des humains. Donc là, il y a déjà un touriste qui a signé un contrat pour faire un tour de la Lune avec des artistes en 2023. Et enfin, tester l'usine de production de méthane sur Mars en 2024. Donc, ils ont vraiment choisi les systèmes les plus risqués en premier parce qu'en fait, les 4 derniers, ils ont déjà été testés à une échelle plus petite. Donc, il faut quand même le vérifier. Mais c'est des choses qu'ils pourront voir après. Donc, si je résume un peu tout ce qu'ils ont réussi à bien faire, donc on a dit regrouper les spécialités. Donc, comme en développement web ou logiciel de manière générale, on essaie de décloisonner pour former des équipes autonomes. Ensuite, commencer petit, puis itérer. Essayer de réduire la durée des itérations pour arriver à apprendre le plus rapidement possible. Tant que vous pouvez tolérer l'échec pour apprendre, il faut bien sûr s'assurer que vous apprenez quand vous failez, que ça ne soit pas inutile. Mais c'est important d'apprendre comme ça, parce que si vous ne prenez pas de risque, vous n'apprenez rien. Et derrière, quand vous avez un plan, toujours commencer par les items les plus risqués. Donc ça, si vous êtes en train de dev sur un projet, se dire « Ok, ça, j'ai pas envie de le faire, mais c'est le plus risqué, donc il faut que je le fasse en premier. » Des choses qui ne sont pas trop liées au développement agile, mais qui sont importantes au niveau organisationnel, je pense qu'ils sont pas mal de retenir, c'est de se dire « Ok, la meilleure idée gagne, même en ignorant toute la politique, tous les coups passés, il faut la pousser jusqu'au bout, cette idée. » Ou encore, se dire que ce qui est possible ou non, il ne faut pas se laisser dicter par les autres, mais plus par les first principles. Et donc, dans ce cas-là, c'est les lois de la physique qui nous disent ce qui nous est possible de faire ou non. Donc, c'est des choses qu'on peut se remémorer et essayer de se dire, OK, est-ce que nous, on peut le faire ou pas dans nos contextes et l'appliquer. Donc, c'était tout pour cette présentation. Je vais prendre les questions s'il y en a. Et si vous voulez des updates sur le Starship, vous pouvez me suivre sur Twitter. Je poste pas mal dessus. Voilà. Bravo. Trop cool, merci. Bravo, merci beaucoup. Bravo, merci beaucoup. Hein. C'était passionnant. Moi, j'ai une question. Le Starship, c'est le nouveau nom de Big Fucking Rocket? Ouais, c'est ça. C'est un nom plus présentable que, que l'autre. Et financièrement, ils s'en sortent, SpaceX, ils sont rentables? Sur leur commerce habituel, oui. Donc, sur les lancers de fusées, ils ont même des marges assez importantes. Par contre, là, c'est bien sûr pour développer le Starship, le coût de développement va être assez important. Ouais. Donc, pour ça, ils ont 2 options. Donc, ils font des levées de fonds
Et là, ils n'ont pas de souci à lever des fonds. Et la deuxième option, c'est qu'ils sont en train de développer Starlink, qui est donc une constellation de satellites pour pouvoir provider Internet n'importe où sur Terre. Et ça, normalement, ça permettrait de rapporter plus de cash que leur business usuel qui fonctionne, mais qui a une taille de marché assez faible. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, les clients pour le lancer de fusée, il n'y en a pas beaucoup. Leur client principal, c'est la NASA, non? Alors, au niveau des clients, en fait, un tiers des lancers, c'est la NASA, et les deux Ouais. tiers, c'est des satellites commerciaux. D'accord. Donc, effectivement, c'est un business qu'ils arrivent à bien faire marcher au fur et à mesure. Mais comme la taille du marché n'est pas énorme, effectivement, ils ont besoin d'autres sources de revenus pour arriver à financer le développement du Starship. Merci. Oui, c'est très clair. Merci beaucoup. Parfait. Est-ce que tu seras chaud pour aller sur Mars? Alors moi, je pense pas, mais en tout cas certainement pas dans les premiers. Je ne suis pas prêt à accepter ce niveau de risque qui sera quand même tout de même élevé. Faudra se dire que quoi qu'on fasse, il y aura d'énormes risques et je pense que c'est à peu près sûr, il y aura des morts dans le processus. Mais voilà, tout est une question de quel niveau de risque on est prêt à accepter. Et en fonction, les casse-coups vont partir en premier et puis au fur et à mesure, ça va itérer et le niveau de risque baissera. Et juste une question sur la fiabilité de SpaceX. Moi, j'avais vu que Facebook avait mandaté, mais je crois que c'était il y a 3 ans, SpaceX pour aller mettre un satellite en orbite de manière à donner un accès à Internet, notamment à des pays africains. Et je crois que en fait, le truc avait explosé. Et je sais que l'agence spatiale européenne est vachement fiable. Donc, en fait, qu'est-ce qu'aujourd'hui les gens, est-ce qu'il y a encore des clients qui... Ok. Alors, du coup, en fait, sur le. 100% fiabilité versus SpaceX, qui est quand même. Ouais. Alors, faut savoir que maintenant, au niveau fiabilité, alors effectivement, l'incident dont tu parles, c'est le satellite Amos, qui était envoyé par Israël, en fait, et il y avait une partie de la bande passante qui était achetée par Facebook. Et donc, ce vol-là, c'était un échec pour SpaceX. Et entre autres, c'était à cause des itérations. Ils ont fait une nouvelle procédure de fueling. Donc, c'était un incident pas du tout trivial. Donc, ils ont vraiment beaucoup appris avec ça. Ils ont fait des milliers de tests depuis. Par contre, il faut savoir qu'au global,